l'actualité ce samedi à Daokro, dans la région du Ifou, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a rencontré le président du présidium du RHDP. Les deux hommes ont parlé de l'actualité politique et surtout du fonctionnement du RHDP. Lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite à Grand Maurier dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Une campagne couplée à l'administration de vitamine A et de déparasitants pour les enfants de moins de 5 ans. Le forum des marchés émergents s'ouvre demain à Abidjan. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, situe dans ce journal les enjeux de la rencontre. Et puis la Guyane paralysée par un vaste mouvement social. Les syndicats ont voté la grève générale à compter de lundi. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a appelé à l'apaisement et au dialogue. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. La journée mondiale de la poésie a été célébrée il y a tout juste 4 jours, le 21 mars dernier. Nous vous proposons ce soir dans la page culture un ouvrage poétique, 63 poèmes à travers lesquels l'auteur exprime sa vision de la société. Il relate avec une plume bien à lui les souffrances des opprimés, les maux qui minent le monde de son époque et par extrapolation ceux qui pourraient miner les générations futures. Souleymane Konaté, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes pour parler de La Belle et le Bel, votre recueil de poèmes. Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué ce samedi une visite d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Le fonctionnement du RHDP au cœur d'une rencontre hier à Daokro. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan est allé échanger avec Henri Konan Bédié, président du présidium du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abuela. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan à Daokro. Il s'y est rendu ce vendredi pour rencontrer le président Henri Konan Bédié, président du présidium des partis membres du RHDP, Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue plusieurs questions, notamment celles relatives à l'alternance. Un sujet très sensible selon le vice-président qui relève de la vision commune du président Henri Konan Bédié et du président de la République Alassane Ouattara. Une question donc à régler en temps opportun et qui pour l'instant n'a pas besoin d'être mise sur la place publique. Il y a plusieurs questions qui ont été abordées, notamment politiques, économiques et les questions sociales que nous avons donc passées en revue. Au niveau donc politique, nous avons parlé de la situation de nos partis membres du RHDP. Vous avez pu voir ces derniers temps qu'il y a beaucoup d'interventions, parfois intempestives, sur les problèmes du RHDP, sur l'alternance 2020. Or, chacun sait depuis longtemps que sur ces questions donc importantes, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP, avaient décidé que cette question est de leur ressort. Je pense que c'est inopportun de parler de ces questions selon ce que le président Bédié nous a indiqué, en tout cas concernant notre décennie. Les orientations seront données dans ce domaine-là. Que tout cesse au niveau donc de ces interventions, que la sérénité et la tranquillité reviennent de manière à permettre donc à la Côte d'Ivoire de se consacrer aux tâches de développement. Et justement, à propos de cette question d'alternance, une conférence de presse est prévue pour situer exactement les uns et les autres. C'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Agumani, qui en a la charge en tant que porte-parole du RHDP. Il est en ce moment à Paris, en France. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré son homologue français. En première ligne, la coopération ivoiro-française. Herman Guivet. Paris, ministère de l'Intérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est reçu en audience par son homologue français, Mathias Fekl, nouveau locataire du ministère de l'Intérieur français, suite à la démission de Bruno Le Roux. Première audience internationale du nouveau patron de la sécurité nationale française, accordée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, signe des liens importants entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons travaillé sur tous les sujets d'intérêt commun.
en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de coopération sur toute une série de sujets. Il y a sur le terrain, au niveau des services, une excellente entente et bien sûr au niveau des membres du gouvernement aussi, au plus haut niveau de l'État. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a pour sa part réaffirmé l'excellence des relations de coopération qui lient la France à la Côte d'Ivoire. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans nos domaines de compétences est très importante. Vous savez que les questions comme le terrorisme, la sécurité transfrontalière n'a pas de répit. L'Afrique de l'Ouest est visée. Et donc nous devons faire face à cette menace qui est une menace internationale. Et nous sommes très heureux des contributions importantes que la France fait en matière de formation pour nos éléments, nos hommes. Et nous avons décidé d'aller un peu plus loin. Une audience qui confirme l'intensification des échanges en matière de sécurité entre Paris et Abidjan. Pendant que le ministre d'État ivoirien est à Paris, le maire de Paris, elle, est à Abidjan. Anne Hidalgo s'est rendue hier vendredi dans le village de Brofodoumé, à environ 5 km d'Abidjan. Elle a visité l'unité de production d'Atiéké du village, une véritable source de richesse. Herman Yamia. Anne Hidalgo dans le village de Brofodoumé. Le maire de Paris, accompagné du gouverneur du district autonome d'Abidjan, est allé visiter l'unité de production d'Atiéké du village. En se rendant dans cette localité, Anne Hidalgo veut exprimer son encouragement et son soutien à ces femmes qui se battent comme elles peuvent pour sortir de la pauvreté. En permettant à travers cette usine de donner non seulement du travail, de permettre aux familles de pouvoir vivre, de pouvoir donner de l'espoir aux enfants, de permettre au village d'avoir une école. En permettant tout cela, elles permettent la vie. L'unité de transformation d'Atiéké de Brofodoumé fait partie des 5 unités construites par le district autonome d'Abidjan. Notre activité génératrice de revenus nous permet aujourd'hui de nous prendre en charge et de nous occuper de 2 cantines scolaires. Malgré leurs efforts, ces femmes rencontrent des difficultés pour l'évacuation de leurs marchandises. Madame le maire de Paris m'a demandé de vous dire, avant le mois de mai, les femmes de Brofodoumé auront une belle voiture bâchée pour transporter leur Atiéké. En reconnaissance aux actions qu'elle veut poser en faveur du village, les populations de Brofodoumé ont décidé de rebaptiser l'école primaire publique 2 du village du nom du maire de Paris. Initiative qu'elle apprécie d'ailleurs et se dit honorée. Après Brofodoumé, Anne Hidalgo s'est rendue successivement au palais des sports de Trècheville, au canal au bois et à l'INJS pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des sites devant abriter les Jeux de la francophonie. Le développement n'est pas l'apanage d'un modèle unique, c'est en tout cas la vision de puissances naissantes comme le Brésil, l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique du Sud. Ces pays mettent la pluralité des visions et la diversité des trajectoires au cœur de leur développement. Lanside Bakayoko. Les caractéristiques communes aux BRICS sont nombreuses. Au niveau de la population, ces 5 pays sont de grandes puissances par la taille de leurs habitants, ce qui, du point de vue économique, donne de l'importance à leurs marchés internes. On peut noter aussi la convergence des choix de politique économique. Qui sont des pays qui sont aujourd'hui présentés comme l'exemple d'émergence, c'est-à-dire des pays qui, il y a de cela quelques décennies, n'étaient pas développés, n'étaient pas à un certain niveau, mais qui aujourd'hui rivalisent avec les plus grands pays développés au monde. Ils ont voulu leur développement, ils l'ont planifié, ils l'ont mis en œuvre et puis ils ont eu du succès. Comme la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde et le Brésil ont opéré depuis près de 2 décennies d'importantes réformes et une plus grande libéralisation de leurs économies. Néanmoins, l'on peut observer une diversité de leurs trajectoires et une pluralité de leurs modèles de développement économique. D'abord au niveau des régimes politiques en vigueur. Si l'Inde a adopté le modèle de la démocratie occidentale et du régime parlementaire afin d'assurer une meilleure cohésion de sa population, la Chine a opté pour un système politique imprégné des valeurs asiatiques qui mettent l'accent sur l'harmonie sociale et l'ordre collectif. La diversité de ces modèles
s'observe également au niveau des choix du modèle de développement et notamment sur l'équilibre entre le marché local et les exportations. Au moment où l'Inde et le Brésil mettent en avant leur marché interne et la demande locale, la dynamique de croissance en Chine s'appuie fortement sur l'exportation. Les différences entre les BRICS s'observent également au niveau des secteurs qui sont au cœur des modèles de croissance. Cette transformation structurelle passe par des investissements lourds. Autre chose, c'est que, comme on le dit, la route précède le développement. Si d'un tronçon A à un tronçon B, vous mettez moins de temps, naturellement, vous gagnez plus en termes d'activités alternatives ou d'autres activités que vous pouvez mener. Cette dynamique est portée en Inde par les services et les nouvelles technologies, en l'occurrence dans le domaine de l'informatique, où les ingénieurs indiens ont acquis une grande réputation. L'État appuie le secteur privé par une intervention dans l'économie. Or, l'intervention dans l'économie de l'État peut être efficace si la bonne gouvernance est assurée. Ce qui a encouragé beaucoup de firmes internationales à délocaliser leurs activités en Inde. En Chine, ce sont plutôt les activités manufacturières traditionnelles qui sont au cœur des dynamiques de croissance et de gains de compétitivité. Pour la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil, les secteurs des matières premières comme le pétrole, le gaz, les mines et l'agriculture continuent à jouer un rôle majeur dans les dynamiques de croissance, même si ces pays ont enregistré d'importantes percées dans de nouveaux secteurs comme l'aéronautique et les activités spatiales. On peut également souligner des différences entre ces pays dans les domaines des infrastructures. Une autre grande différence entre les BRICS concerne le modèle social. Les économies disent qu'il faut que l'État se limite à son rôle régalien et prépare l'environnement, un environnement favorable au développement du secteur privé qui est seul apte à assurer la croissance économique. Si en Chine, le modèle de développement est très inclusif et met en avant la réduction des inégalités sociales, la croissance dans les autres pays reste fortement inégalitaire. Le Forum des marchés émergents s'ouvre demain à Abidjan. Sous quels auspices le gouvernement ivoirien place-t-il cette deuxième édition? RTI 1 vous proposera demain un plateau spécial sur la question. Mais déjà ce soir, un extrait des réponses de la ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba. L'émergence, c'est le processus par lequel nous, pays en développement, essayons donc d'adresser la question du développement et permettre à nos populations donc d'aller vers un mieux-être. Si nous voulons être émergents, il y a des objectifs et ces objectifs-là peuvent s'apprécier à la fois au plan social, au plan économique et pourquoi pas au plan politique, puisque la question de la gouvernance est un élément important de l'émergence. Retrouvez ce plateau spécial demain à partir de 14h30 sur RTI 1. Le comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme invite les journalistes à mieux communiquer sur ces deux fléaux. Pour être plus efficace, le comité a formé les hommes de médias sur les risques liés à ces pratiques. Justine Diquet. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent aujourd'hui de sérieuses menaces pour la sécurité intérieure et la stabilité économique et financière des États. Ces deux activités sont combattues au niveau international et national. En Côte d'Ivoire, le comité de coordination chargé de la lutte contre ces deux phénomènes, dont l'action se résume en la formation et en la sensibilisation des acteurs concernés, a décidé de faire des journalistes et des acteurs de pointe de la lutte contre ces deux phénomènes. Il ne peut pas avoir de sensibilisation sans la presse. Quand on a 500 déclarations d'opérations suspectes d'un pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est maintenant la sensibilisation commence, vous voyez que peut-être que la réalité est beaucoup plus importante. La lutte contre ces deux phénomènes engagés par le comité de coordination n'est qu'au stade de la sensibilisation et de la formation. Il y a environ 1 an qu'elle est menée depuis le démarrage effectif des actions du comité de coordination le 1er juillet 2016.
La foire internationale d'Abidjan est ouverte. L'entrepreneuriat des jeunes est au cœur de l'événement touristique. Cette année, des jeunes porteurs de projets d'entreprise seront primés. Le Nigeria est l'invité d'honneur pour cet événement qui va durer du 22 mars au 4 avril prochain. Moussa Konaté. La foire internationale d'Abidjan, plateforme d'échange entre opérateurs commerciaux. La 3e édition de ce rendez-vous économique et touristique fait un point d'honneur à l'entrepreneuriat jeune. La particularité de cette édition, c'est le prix FIA des jeunes entrepreneurs que nous avons lancé. Nous avons reçu beaucoup de projets. Le jury va sélectionner et parmi ces projets, 3 seront financés. Un projet dans l'agriculture, un projet dans le NTIC et un projet dans le commerce. C'est ça notre objectif. Envoyer des personnes, des entreprises, des chefs d'entreprise à faire confiance à nos frères ivoiriens qui ont décidé d'investir, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après le Maroc, l'édition précédente, le Nigeria est le pays invité d'honneur. La foire internationale d'Abidjan se présente donc comme un cadre de renforcement de l'intégration. Que les exposants puissent nouer de nombreux contacts, je veux dire d'affaires, aussi bien entre les Nigérians et les Ivoiriens, et également entre les Marocains, les Algériens et les Ivoiriens. Déjà, les relations entre les gouvernements sont très bonnes. Maintenant, on essaie de diversifier, d'aller dans le côté commercial pour augmenter les recettes du pays. On compte être de plus en plus présent dans les affaires des Ivoiriens, donc apprêtez-vous. Environ 300 exposants venus de plusieurs pays africains vont présenter leur savoir-faire commercial et tenter de séduire la clientèle abidjanaise du 22 au 4 avril. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de lancer les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite à Grand-Maurier dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Cette campagne est couplée à l'administration de vitamine A et de déparasitants pour les enfants de moins de 5 ans. Herman Yamia. Il aurait bien voulu se tenir debout pour sa prestation, mais hélas, la polio a eu raison de lui en le rendant handicapé à vie. En venant participer à cette cérémonie officielle de lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite à Grand-Maurier, ce jeune veut passer un message. Demander aux parents de faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite afin de leur éviter la souffrance qu'ils vivent au quotidien. La Côte d'Ivoire a été déclarée libérée de la poliomyélite depuis novembre 2015 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut rester tout de même vigilant, selon le directeur général de la santé, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à cette cérémonie. Pour éviter que des enfants ne soient vaccinés comme les éditions passées dans plusieurs districts sanitaires, le directeur général de la santé invite les agents vaccinateurs à sillonner tous les hameaux et villages avant de demander aux populations de leur réserver un bon accueil. À ce jour, l'on enregistre seulement 3 pays endémiques à travers le monde, à savoir le Nigeria, l'Afghanistan et le Pakistan, selon le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il invite les autorités ivoiriennes à maintenir la veille sanitaire. Message apprécié par les autorités coutumières qui s'engagent à s'impliquer particulièrement dans cette campagne. À l'endroit de la population, j'exhorte tout le monde à faire vacciner les enfants. La vaccination n'a pas d'inconvénient. Outre la poliomyélite, il est aussi question au cours de cette journée nationale de vaccination qui s'achève le 27 mars prochain d'administrer une capsule de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois pour renforcer leur résistance aux maladies et prévenir la cécité, et aussi leur donner un comprimé de déparasitant pour lutter contre les vers et prévenir l'anémie. L'assainissement et le drainage, 2 sujets préoccupants à Koumassi, commune du sud d'Abidjan. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a entrepris de visiter les zones concernées afin d'anticiper tout désagrément pour la prochaine saison de pluie. Chantal Akandon. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme veut constater de plus près les problèmes d'assainissement à travers le pays. La commune de Koumassi est la première étape d'une visite de terrain. Ici, des travaux sont engagés. Les travaux ont effectivement démarré sur le terrain. Donc vous avez à la fois les programmes routiers, donc il y a un programme de près de 8 milliards de francs CFA pour le bitumage des voies, remplacement des réseaux d'assainissement. Vous avez aussi un programme aussi de curage des caniveaux. Et puis aussi, il faut libérer aussi ces ouvrages-là. Vous avez vu, des bâtiments sont construits dessus.
Donc nous allons faire en sorte qu'on puisse les libérer pour que la question de diplomatie soit définitivement réglée. Cette visite a réuni ministères et acteurs des secteurs assainissement, drainage et eau. La SODECI, qui est inscrite dans la démarche de responsabilité sociétale depuis 2012, a initié une étude dont l'objectif est de faciliter l'accès des ménages de ce quartier à un service correct d'eau potable et d'assainissement convenable. La présence des autorités sur les chantiers est pour les populations de Koumansi une lueur d'espoir pour l'amélioration de leur cadre de vie. Nos caniveaux sont tous bourrés, des chiffons, des sachets, on ne peut même pas respirer. À chaque fois on est malade. À chaque fois on est malade. Donc franchement, je dis à Dieu, en tout cas, il n'a qu'à de longue vie à ces personnes. Tu peux venir nous aider. Je vais mettre mon groupe en place, les jeunes comme les femmes, divisés par équipe, pour faire le nettoyage, nettoyer les caniveaux, le quartier surtout même. Ces travaux d'assainissement et de drainage sont initiés dans le cadre de la prévention des dégâts qu'entraînent les pluies diluviennes. Après Koumansi, d'autres communes du district d'Abidjan figurent au calendrier du ministre Claude Isaac D. Les travaux de l'autoroute de Grand Bassam sont terminés. Le matériel de construction qui reste revient à la Côte d'Ivoire, comme stipulé dans le contrat avec l'État chinois. Le ministre des Infrastructures économiques a réceptionné ce matériel. Il va servir à la réalisation d'autres ouvrages sur le territoire national. Mamadou Kwasi. 19 mois après la réception des travaux de construction de l'autoroute de Grand Bassam, l'État de Côte d'Ivoire juge satisfaisant ces travaux. Des travaux qui ont coûté 102 milliards de francs CFA, financés en partie par la Chine. Dans ce contrat qui lie la Côte d'Ivoire à l'État chinois, il est dit clairement que le matériel ayant servi à la réalisation de cet ouvrage reviendra à la Côte d'Ivoire à la fin des travaux. C'est ce matériel stocké sur le chantier situé sur la route de Grand Bassam qui a été visité par le ministre des Infrastructures économiques. Dr Amédée Kouakou est allé constater l'état de ces engins. Sur place, les techniciens chinois ont procédé à la vérification. Une visite rassurante pour le ministre des Infrastructures économiques. Le premier tronçon qui a été construit, c'est Abidjan-Bassam. On va avoir donc Bassam-Samo et après Samo vers Aboissou. Donc à l'occasion de ce premier tronçon, dans le contrat de l'entreprise, il y a du matériel qui a été acquis. Et comme ce premier tronçon est terminé, ce matériel qui a été acquis, il était bon que nous venons regarder est-ce que ce matériel il est en l'état, sur le nombre qui est entré effectivement sur place. Et nous sommes venus, nous avons fait la visite, nous sommes donc satisfaits. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam doit continuer jusqu'à Lagos au Nigeria. Les travaux de l'axe Grand Bassam-Samo seront lancés dans les mois à venir, a annoncé le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou. Dans l'actualité internationale concernant le dossier du Brexit, Londres devra payer nécessairement les conséquences. C'est ce qu'a affirmé samedi à Rome le président français François Hollande lors du sommet européen. Dans une déclaration solennelle, les dirigeants de l'UE ont renouvelé leur vœu de mariage prononcé il y a 60 ans, mais cette fois-ci en l'absence du Royaume-Uni. La Guyane, le plus grand département français, est paralysé par un vaste mouvement social. Les 37 syndicats réunis au sein de l'Union des travailleurs guyanais ont voté ce samedi à l'unanimité la grève générale à compter de lundi. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a appelé à l'apaisement et au dialogue. Herman Guivet. Route barrée, circulation bloquée, établissements scolaires fermés, le département de la Guyane est paralysé depuis plusieurs jours par un mouvement social de grande ampleur. Les échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre se multiplient. À l'origine de ces manifestations, une grève des salariés d'EDF de Guyane, le groupe français spécialisé dans la distribution de l'électricité. Des revendications sur l'emploi qui ont fait rapidement tache d'huile, des services de santé, les enseignants, les services de l'eau et plusieurs autres corps de métier sont entrés dans la danse. Conséquence, paralysie totale du département français. Un trafic aérien perturbé. Un Boeing 777 d'Air France assurant la liaison Paris-Cayenne a dû faire demi-tour jeudi dernier après 4 heures de vol. Pour tenter d'apaiser la tension, le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a décidé de l'envoi en Guyane d'une mission interministérielle de haut niveau composée de plusieurs hauts fonctionnaires de différents ministères.
20h25, cela fait 10 années que le village d'Anoumambo vibre au rythme du festival des musiques urbaines qui porte son nom. La crème de la musique africaine et internationale se donne rendez-vous cette année encore pour marquer cette fois les 10 ans du FEMUA. Adama Kone. À 6000 km de la lagune ébriée, Magic System donne le la de la 10e édition du festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMUA, à Paris, au bord de la Seine, au siège de l'UNESCO. Pour ce 10e rendez-vous, le groupe joue des notes écologiques. L'Afrique face au défi du réchauffement climatique, thème du FEMUA 10. Nous sommes un groupe engagé qui œuvrons pour le bien-être des populations. Et aujourd'hui, alerter les populations, prévenir les populations et les sensibiliser sur le fléau du réchauffement climatique est un devoir, c'est plus même qu'un devoir. Donc on a trouvé utile de nous servir de notre musique, de nous servir de la plateforme que nous avons, parce que la musique est une belle plateforme pour passer de beaux messages. Du 25 au 30 avril prochain, 14 artistes défileront sur la scène d'Anoumambo. Entre autres, Salif Keita, Tikenja, Soulbang, Marema, Kruman Group, Monique Seka, Révolution, Nash et Singila. Je suis très honoré de participer au FEMUA. Ça fait plusieurs années maintenant que j'envie les autres artistes qui sont invités. Donc quand Salif m'a proposé de participer, automatiquement j'ai accepté. Le FEMUA aujourd'hui est un bel exemple de promotion touristique. Et pourquoi pas un produit d'appel touristique. Ce qui est important, c'est le tourisme culturel. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde Magic System, on vend quelque chose de notre culture aux autres. Mais ce qui est important pour nous, c'est la spécificité de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait qu'on devient une destination attractive? Ce sont des événements, ce sont des manifestations, ce sont des concerts. Cette année, les notes musicales du FEMUA s'étendront à la ville d'Adiaké, où presteront les artistes. Et 2 localités percevront les échos sociaux du festival. Le village de Baïkou-Bassi à Gagnoa et la ville d'Odiéné, où seront construites les 2 écoles primaires. 2017 marque les 10 ans du FEMUA et aussi les 20 ans de carrière du groupe Magic System. Le groupe est d'ailleurs en tournée africaine pour célébrer ses 20 années. 8e jeu de la francophonie, 50 pays ont déjà confirmé leur participation à cette rencontre d'Abidjan. Ils effectuent une prévisite en Côte d'Ivoire à 4 mois de cette rencontre. Isaïo. Les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie avancent. 50 pays francophones sur 84 ont confirmé leur participation à ces Jeux. Ils sont venus à Abidjan pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Une séance de travail entre eux et le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, ainsi que le Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, a eu lieu à l'hôtel du district au Plateau. Assurance a été donnée que la Côte d'Ivoire sera prête pour l'organisation de ces Jeux. Nous avons prévu des Jeux inoubliables. Le président de la République tient sa promesse. Nous avons la mobilisation du vice-président qui a conçu avec le ministre Robert Begley-Mambré l'architecture. Et nous allons permettre à nos hôtes de voir et les rassurer, dire que Abidjan ouvre ses bras. Une visite des différents chantiers a permis aux visiteurs de se rendre compte de l'avancement des travaux à 4 mois des 8e Jeux. Du canal au bois de Trècheville au village à Kouaba à Marcory, en passant par le parc des sports, le stade du Fort-Boigny, la salle de tennis de table, toutes ces œuvres ont fait l'objet d'admiration. Je crois qu'on doit vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire pour accueillir tous les pays francophones. La Côte d'Ivoire a mis les gros moyens pour accueillir la jeunesse francophone. Et nous, en tant qu'Africains, on ne peut que se réjouir de cela parce que l'hospitalité africaine a été concrètement traduite par la Côte d'Ivoire. Les Jeux peuvent avoir lieu. Il y a toutes les dispositions prises. Ça fait plusieurs semaines que je travaille avec les commissions qui ont un agenda sur le village. Et je peux vous dire que non seulement que les Jeux vont se tenir, mais qu'Abidjan abritera
de très très beaux Jeux de la francophonie. Cette prévisite des 50 pays à Abidjan a été aussi l'occasion pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaël Jean, de rassurer l'ensemble du monde francophone que les Jeux de la Côte d'Ivoire vont battre le record des participations. La dernière édition à Nice a vu la participation de 54 pays et gouvernements. À Abidjan, elle annonce la participation de plus de 60 pays et gouvernements. La 37e édition du Salon international du livre de Paris se tient du 24 au 27 mars. La littérature africaine est bien présente sur place avec 12 pays qui viennent du continent. Herman Guivet. Des livres soigneusement disposés dans une bibliothèque, offerts au regard et au plaisir de milliers de visiteurs et curieux. La 37e édition du Salon international du livre de Paris, qui se tient au pavillon 1 de la porte de Versailles, a ouvert ses portes. Invité de marque à la soirée inaugurale, plusieurs personnalités et quelque part dans la foule, le président de la République française, François Hollande. À ses côtés, le ministre de la Culture ivoirienne, Maurice Bandama Kouakou. Le président français François Hollande a salué l'action engagée par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. La mise à disposition des enfants de Côte d'Ivoire de 8 bibliobus en vue de favoriser leur initiation à la lecture. Le ministre de la Culture ivoirienne, Maurice Kouakou Bandama, parrain de ce premier pavillon des Lettres d'Afrique, a animé une communication au cours de cette soirée inaugurale. Pour Maurice Kouakou Bandama, l'Afrique doit exister par la pensée, mais également par la culture. Le Salon du Livre de Paris offre l'opportunité à la littérature africaine d'élargir sa visibilité aux cultures venues d'Europe et d'ailleurs. 20h32, Konaté Souleymane est avec nous pour le plateau de la page culture de ce samedi. Il est étudiant en fin d'année de Master 2 en criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et il est à sa deuxième œuvre. Rebonsoir, monsieur Konaté. Bonsoir. Alors, Astou Touré nous propose un décryptage de votre œuvre et on revient à vous tout juste après. Okay. La Belle et le Bel, un livre poétique écrit par Souleymane Konaté. À travers cette œuvre de 83 pages, il retrace les faits de société de façon poétique et évoque la stratification parfois radicale de la société et la perte des valeurs ancestrales. Dans cette œuvre poétique, la femme joue un rôle prépondérant. Il magnifie la beauté africaine avec ses mots, tout en désignant les femmes comme des laboratoires divins de fabrique d'humains. Et par ailleurs, il les exhorte à se valoriser et à s'estimer sans chercher à faire des mues. Le jeune poète fait un clin d'œil au dualisme divin dans lequel tout est inscrit dans un monde tel que l'eau et le feu, le riche et le pauvre, l'opprimé et l'oppresseur, d'où le titre de l'œuvre « La Belle et le Bel ». Souleymane Konaté est né le 26 mai 1989 à Tengrela dans la région de la Bagoué. Étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en fin d'année de Master 2 en criminologie, il a écrit son premier poème intitulé Baobab à l'âge de 11 ans. Souleymane Konaté, La Belle et le Bel. Déjà, le titre est assez particulier. Oui. Dites-nous pourquoi un tel titre. Oui, un tel titre d'abord pour accrocher nos lecteurs. Et La Belle et le Bel, d'abord, c'est pour faire un clin d'œil au dualisme systémique divin dans lequel tout est inscrit. Nous avons dit la femme, l'homme, il y a l'eau, le feu. Voilà, et donc en somme, La Belle et le Bel. Ça vous dit que toute chose a son double et de façon systémique, les choses sont organisées. Donc ça m'a inspiré et on a trouvé le titre pour l'œuvre. D'accord, vous dites que toute chose a son double, on s'attendait peut-être à un duo, mais là sur la page de couverture, on peut voir un bras de fer entre une main de femme et une main masculine. Est-ce que vous voyez la vie comme un duel entre ces deux sexes? Est-ce que c'est ce que vous décrivez dans ce recueil de poèmes? Oui, pas ça seulement. Je ne joue pas entre la force entre l'homme et la femme. C'est pas ça que je veux montrer, mais plutôt dire que l'espace social est un espace de concurrence. Nous ne sommes pas seuls et nous n'allons pas à la concurrence seuls. Donc nous sommes confrontés à d'autres personnes. Et il faut se battre, il faut se débattre, il faut combattre les obstacles de la vie pour pouvoir réaliser son rêve.
Alors vous utilisez la poésie, c'est un genre qui n'est pas tellement vulgarisé sous nos cieux. C'est d'ailleurs un des objectifs de la journée mondiale de la poésie qui a été célébrée il y a tout juste 4 jours. Vous êtes à votre deuxième œuvre poétique. Étant étudiant en criminologie, on s'attendait peut-être à une œuvre sur les grandes enquêtes, des crimes et tout. Pourquoi avoir choisi la poésie? D'abord, étant africain, on a un avantage, c'est que la société africaine est par essence et par excellence lyrique et symbolique, donc poétique. On s'exprime beaucoup avec les images. Et donc c'est un avantage déjà qu'on a à nous exprimer à travers des images. C'est déjà ça. Et puis bon, on a eu cette chance-là d'avoir un enseignant en classe de CM1 qui nous a donné l'amour, chose de ce genre. Et donc, comme on l'a dit dans votre élément, j'ai écrit mon premier poème à l'âge de 11 ans. Voilà, ce qui n'est pas sûr de tous. Et c'est de là que tout est parti. Tout est déjà parti de là. De là. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. La plupart de vos poèmes s'adressent à la jeunesse. Est-ce que ce sont des réalités que vous vivez personnellement qui sont dépeintes dans vos écrits? Oui, par moment, mais pas exclusivement. Oui, c'est vrai, je suis étudiant, donc c'est pas rare de voir des poèmes qui s'adressent aux étudiants et qui essayent de montrer un peu les situations pas trop reluisantes que vivent les étudiants. Voilà, mais c'est pas ça seulement. Je magnifie aussi la beauté africaine pour que nos sœurs, nos frères aussi ne s'adonnent pas à la dépigmentation et autres. Voilà, il faut rester tel. Voilà, il ne faut pas faire de mue. D'accord. Et il y a une notion qui revient très souvent dans vos textes, c'est la spiritualité. Oui. Quelle est la place qu'elle occupe pour vous? D'abord, je salue mon cheikh Idriss Ouattara, depuis Nilé, et ses femmes ainsi que tous ses mourides. D'abord, la spiritualité, je trouve que c'est important dans la vie d'un être humain. Parce que l'homme n'est pas que physique, il est surtout spirituel. Donc il faut avoir un rapport de toi à Dieu. Et donc dans ce cheminement-là, il faut avoir quelqu'un qui puisse t'encadrer. Comme on ne peut pas s'acheter un livre, se former seul à la maison, il faut aller à une école. Donc c'est pareil, il faut, dans la spiritualité, il faut quand même avoir quelqu'un à côté de soi. Et c'est important que nous soyons spirituels. D'accord. Vous abordez aussi ici l'épineuse question de l'immigration des jeunes. Oui. Dans le poème 40, il est intitulé ici « Clandestin ». Oui. Alors, dans les 2 premiers paragraphes, vous pouvez nous en faire une petite lecture? À la page 56. À la page 56, oui. 40. Clandestin. Clandestin. Pourquoi te condamnes-tu à ce tragique destin? Vaillant jeune africain, dérouté et mesquin, tu es victime de troubles intestins. Ô espoir d'un continent à horizon obscur, que même le mercure peine à blanchir. Que deviendra ton continent si tu pars sans réfléchir? Alors vous invitez ces jeunes-là à rester sur le continent africain, mais dans le tout dernier paragraphe du poème, on ne sait pas si vous êtes partagé entre le désespoir ou bien l'espoir d'une Afrique meilleure. Oui, je l'ai dit, d'une partie, dans la dernière partie déjà du poème, on peut dire que je suis un peu mitigé, parce que je me dis que ces jeunes s'expliquent, ils parlent. Donc il faut que nos dirigeants puissent créer des conditions pour l'émergence des talents, surtout des jeunes Africains. Les jeunes Africains sont talentueux, mais souvent le talent n'est pas encadré. Voilà, des talents comme le vôtre qui s'expriment aujourd'hui à travers la poésie. Alors nous n'allons pas vous laisser partir sans parler du poème 33 qui parle de mode. Quand on voit aujourd'hui votre style vestimentaire que vous avez, est-ce que c'est la promotion de la mode africaine? Est-ce que c'est la promotion de tout ce qui vient de chez nous? Oui, effectivement. Je porte le veste, mais avec notre pagne. Voilà, une veste, mais en pagne. Le pagne de chez nous. Donc c'est pour vous dire qu'on peut allier modernisme et tradition, les valeurs de chez nous à d'autres valeurs occidentales. Et puis le mélange donne quelque chose de positif. Mélange des deux cultures, ce qui va nous amener, avant de terminer, sur le premier poème, La Belle et le Bel, comme c'est le titre. Est-ce que ce poème parle de l'Occident et de l'Afrique, des rapports entre ces deux dimensions? Oui, en partie, parce que dans ce rapport de force que je disais déjà, dont je parlais à l'entame de l'émission, il faut dire qu'il n'y a pas que des hommes qui sont en concurrence, il y a aussi des nations qui sont en concurrence.
Et cette concurrence-là, parfois, se passe entre des nations qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas les mêmes atouts. Et donc, il faut rester soi-même, il faut prendre conscience de ses atouts, voilà, les développer, et puis, pour pouvoir être vainqueur de cette concurrence. Voilà, c'est ce que je veux dire par la belle et le bel, mais avec des images d'amour, avec, voilà, parce que c'est ce qui captive beaucoup l'attention. Absolument, c'est une très belle note d'espoir pour terminer cet entretien. Merci Konaté Souleymane, étudiant en fin d'année de Master 2. Oui, je vous écoute. Oui, d'abord, il faut que je salue ici déjà mon oncle Konaté Zoumana depuis Korogo. D'accord, il aura bien compris. Nous vous remercions d'être venu sur ce plateau. Absolument, c'est bien compris. Voilà. Merci Konaté Souleymane, étudiant en fin d'année Master 2 criminologie, auteur de l'œuvre La Belle et le Bel. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Pourquoi pas en lisant de la poésie. À demain 20h sur RTI1.